Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e épisode des UBBistes. Nous sommes ravis de vous retrouver après cette semaine forte en émotion avec mon ami Tuisova UBB sur Twitter. Salut Yann, tout roule ? Ouais, ça va, Cyril. Bah écoute, ça va, super même. On sort d'une semaine historique pour notre petit podcast puisqu'avec l'épisode 24 avec Greg Kaki et le hors-série avec le coach Yannick Bru, bah on cumule près de 1700 écoutes sur la semaine dernière, ce qui est évidemment un record pour nous. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, comme j'essaie de le dire à chaque fois, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou même sur Instagram et à partager cet épisode avec vos amis. Bon, et toi Yann, t'as déconnecté à la 70e minute du match, t'as failli encore une fois nous porter bonheur puisqu'on rappelle que match de Vannes, tu pars, il y a 29-0 pour Vannes et même à Clermont, tu pars avant le point de bonus défensif. Au final, entre la victoire à Vannes, le bonus à Clermont et le bonus qu'on allait grappiller une fois que tu as éteint la télé, tu nous rapportes 6 points cette saison. C'est pas mal. Moi, je suis un peu le joker de Yannick Bru, donc ouais. Je l'utilise pas tout le temps parce que j'aime bien regarder les matchs de rugby quand même. Mais bon, de temps en temps, tu vois, avec à bon escient et hop, je quitte tout, je coupe la connexion, je mets en mode avion, bam. Mais Au bon, dodo. j'aurais dû quitter 5 minutes de plus tôt et je pense qu'on gagnait le match. Ouais, à la mi-temps. À la À la mi-temps, ça mi-temps. aurait été bien, on aurait pu profiter. Tu vois, l'essai d'Huberty, il n'aurait pas été refusé. Pas d'interception de Le Garec, etc. Bon, en tout cas, au programme de ce 25e numéro, le retour sur la défaite à la salle municipale du Racing, malgré l'ambiance mise par les 300 barjots réunis par les United BB. On fera un petit point sur le classement à quelques journées de la fin de la phase régulière avant de se tourner vers cette belle Champions Cup et la réception d'Ulster dimanche prochain. Et on terminera par une petite nouveauté avec l'ouverture de la boîte vocale des UBBistes. On a reçu un message vocal d'Emeric qui nous écoute assidûment et on prendra le temps d'y répondre. Ce sera l'occasion d'ouvrir une rubrique où vous pourrez participer toutes les semaines. Mais en attendant, on va vite passer à ce fabuleux match. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais qu'à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Et ce dimanche soir à 21h, l'UBB se rendait à La Défense pour y défier un Racing en mal de confiance à domicile. Je crois qu'ils n'avaient plus gagné depuis octobre, quelque chose comme ça. Et suite à la courte défaite de Toulon à Castres, l'occasion était belle pour nos Bordelais de se donner un petit peu d'air sur notre concurrent direct au top 2. Mais vous le savez, tout ne va pas se passer comme prévu. Comme souvent à l'extérieur, l'entame de match est ratée puisque c'est le Racing qui marque en premier déjà sur une touche ratée de la part de l'UBB dans ses 5 mètres. Mais l'UBB va vite se ressaisir avec d'abord un essai de Pete Samou, puis avec ses gros, avec Romain Laterade à la 14e qui va récompenser un travail des avants. On pense alors que la machine est lancée mais va malheureusement assez vite s'enrayer puisque malgré une domination dans le jeu, la touche va nous faire gaspiller énormément de munitions et c'est finalement le Racing qui va tourner en tête à la mi-temps sur le score de 18-12. En seconde mi-temps, on va vite se faire surprendre par une interception de Nolan Le Garec qui creuse l'écart et on va se traîner pour essayer de se revenir grâce à un essai de LBB à la 59e et le carton jaune de Tarit nous donne espoir à la 62e. Mais un essai refusé d'Huberty suivi d'un essai consécutif à une interception sur Buros semble sceller le match à la 70e. C'est là où on perd donc notre ami Yann. Mais on va avoir droit à une fin de match à suspense puisque Van Rensburg puis Retière nous permettent d'espérer, mais ce sera trop juste. Défaite finalement bonifiée tout de même, 36-31 sur la pelouse de la Défense Arena. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Bon, et pour commencer, c'est point négatif. On va peut-être, comme on le fait d'habitude, dire un petit mot sur le Racing. C'est une équipe qui a été un peu plus entreprenante que ce qu'on a pu voir, en tout cas à la maison, depuis le début de saison. Je sais pas trop quoi dire sur le Racing, si ce n'est ils ont fait un match courageux. C'est-à-dire que on sent que c'est une équipe en difficulté, on sent que c'est une équipe qui doute et ils sont reconcentrés, ils sont centrés avec Colazo sur un jeu assez simple.
Parce que globalement, c'était du une passe, je pète, une passe, je pète, une passe, je pète. Et après, beaucoup d'agressivité, que ce soit dans les rucks, dans les montées défensives. Donc un match, tu sentais une équipe en difficulté. C'est dommage qu'on n'ait pas profité parce que je pense que intrinsèquement on était bien supérieur à cette équipe, mais faut le dire, hein, ils ont fait leur match. Et voilà, eux ils sont en mode maintien et ça se voit. Mais bon, avec cette victoire, ils sont pas si loin que ça du top 6 puisque devant ça patine un peu. Ouais, on le verra dans le point classement. C'est vrai que ça patauge un peu aux portes du top 6. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont fait mal devant. Ils ont bien insisté là-dessus. Notamment, tous leurs essais sont des essais d'avant, il me semble, à part celui de Le Garec. Mais c'est vrai qu'ils ont bien appuyé là où ça faisait mal. Et ils ont bien appuyé notamment sur la touche. Cameron Wauquiez a complètement aspiré l'âme de Romain Laterrade et de l'alignement bordelais en général, puisque je trouve que les systèmes étaient quand même bien lus de la part des Racingmen. En tout cas, leur bloc saut était complètement aligné avec les nôtres, ce qui a un peu forcé nos capitaines de touche à essayer de trouver des touches peut-être en fond d'alignement ou à la terrade d'essayer de lober un maximum le premier bloc saut du Racing. Donc ça a été un gros souci pour nous, cet alignement Racingmen. Alors moi, je vois quand même plus une défaillance individuelle que collective, hein. Parce que pour le coup, même si leur bloc était bon, Coleman était souvent quand même libre et il avait souvent les bonnes zones et surtout il avait souvent les bras seuls. Donc pour moi alors il n'y a pas que de l'individuel, hein, parce qu'il y a eu des touches, oui il y a eu des touches catastrophiques, mais parfois c'était même le timing entre Coleman qui saute et le ballon qui est le premier essai par exemple. Coleman en fait il est sur la face descendante quand il reçoit le ballon. Et donc après il fait ses deux temps et après Wauquiez arrive à taper le ballon. Donc là je pense que c'est clairement un manque de connexion entre le talon et le capitaine des touches, parce que Coleman ça fait mine de rien ça fait 2 mois au moins qu'il a pas joué, et enfin la dernière fois c'était au Stade Français, et donc il revient dans l'alignement et c'est lui qui annonce les touches. Et la Terrade c'est pareil, c'est un mec qui joue peu voire pas du tout. Et donc là, on a vu clairement une conquête défaillante. Et puis après, c'est complètement délité. C'est-à-dire que du moment qu'on a loupé les touches, après c'était un festival. C'est-à-dire qu'après on faisait n'importe quoi. Et effectivement, on a essayé de faire des blocs sauts en fond, chose qu'on n'arrive jamais à faire. Donc je sais pas pourquoi on a continué là-dessus. Moi, je pense qu'il fallait faire des premières intentions, soit zone 1, soit zone 2, et en essayant de faisant bouger Cameron. Parce que finalement, ils avaient que lui qui pouvait jumper et nous embêter. Mais on n'a pas su s'adapter. Donc c'est un petit problème quand même. Parce qu'en fait, on perd le match là-dessus, hein. Ouais, c'est pour ça que je trouve que moi, Wauquiez a vraiment fait son taf un peu d'intimidation. Bon, déjà, il a fait des contres, mais sur les touches bordelaises, tu sens que la Terrade, il est un peu, enfin, je trouve en tout cas un peu influencé par sa présence. Mais c'est vrai qu'on est quand même au-delà de la première touche. Ensuite, on a réussi à en faire quelques-unes, notamment notre deuxième essai qui est consécutif à une touche. Mais je sais pas si c'est des problèmes aussi d'annonce. En fait, je trouve qu'on n'a pas aidé la Terrade. Tu vois, il était pas du tout dedans et on a quand même cherché à faire des touches en fond d'alignement. Je trouve qu'il y a eu aussi un problème de communication entre le neuf et le talon. Alors ça s'est beaucoup plus vu avec l'exemple de Maxime Lamotte pour sa première touche en deuxième mi-temps, où en fait quand tu vois que Leisgourg vient le voir pour lui donner la combinaison, il comprend pas en fait. Il a vraiment il fait non de la tête. T'as l'impression qu'il sait pas ce qu'il faut qu'il fasse, quoi. C'est un problème quand même. C'est vraiment un problème. Mais effectivement, je pense que là, il y a eu un gros souci. Je pense que le capitaine de la touche, il s'est pas affirmé, il s'est pas bien affirmé. Et puis après, individuellement, il a complètement failli. C'est-à-dire que là, c'est un non-match. Ça arrive, hein. C'est là où j'en veux un peu à Yannick Bruch. Je pense qu'il aurait dû. Alors après, c'est toujours pareil. Là, je pense qu'il est un peu dans ses tableaux Excel pour gérer en fait les physiques des mecs. Et je pense que la mode devait pas faire plus de 40 minutes, et donc c'est pour ça qu'il a pas fait sortir. Mais moi, je pense que, en plus, on peut le faire en top 14, c'est que j'aurais fait sortir Romain très tôt, en fait, au bout de 20 minutes, parce que tu sens qu'il y est pas, quitte à lui faire une piqûre par la suite, et après faire rentrer la mode, quitte à faire re-rentrer les 20 dernières minutes la Terrade, si ça va mieux. Parce que là, je pense qu'il fallait stopper l'hémorragie. Il était complètement perdu, même quand il loupait ses lancers, t'as l'impression
il était complètement abattu, quoi. Donc, je pense qu'il était vraiment touché. Ouais, c'est vrai que Yannick Bru nous en parlait d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière, c'est que les règles en top 14 permettent de faire re-rentrer un joueur, et c'est vrai que ça aurait pu être une solution, et qu'on a peut-être manqué de réactivité sur le banc bordelais, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voyait qu'on avait une touche, on se disait qu'en fait ça pouvait pas être possible d'en rater encore et encore et encore, et en fait 7 touches manquées en première mi-temps, 8 au total, c'est énorme. J'ai vu pas mal aussi de personnes qui du coup se disaient que en fait notre touche elle est encore défaillante, et que tous les progrès dont on parlait, et dont Bru parlait la semaine dernière dans ce secteur-là, avec la prolongation aussi possible de Sean Sowerby, etc. En fait, non, on était toujours aussi ridicule dans ce secteur-là, mais je trouve que là, c'est quand même plus une défaillance individuelle, même si je trouve qu'il n'a pas été aidé, mais il doit faire mieux, qui en fait ne reflète pas les progrès qu'on a pu faire jusqu'à présent. Oui, je pense. Mais d'ailleurs, après, quand Max est rentré, ça a été mieux. Pour moi, je pense que du moment qu'on a nos 2 sauteurs de haut niveau, on aura une touche cohérente. On n'aura pas la meilleure touche de 14, ça c'est sûr, mais on perdra pas 50% de nos ballons. En fait, c'est juste ça. Là, hier, on a la moitié de ces 50%. Le match, on gagne parce qu'on a des possessions. On prend pas cet essai débile à 0 passe. Donc voilà. Je pense que si on a, comme je l'avais dit, si on a Petit avec Coleman, Gray et Beauchaton, on va pouvoir faire quelque chose. Je suis pas inquiet. Là, c'était vraiment, je pense pour moi c'est une défaillance individuelle de toute façon, et je pense qu'il fallait le sortir pour le laisser respirer, revoir, tu vois, à la mi-temps les lancements de jeu, et lui dire bon, on va faire plutôt ça, c'est le problème. Je pense que j'aurais fait ça. Ouais, en tout cas, c'est clairement le secteur qui nous a pénalisé en première mi-temps, parce que, comme tu le disais, avec ne serait-ce que 3 ou 4 touches manquées, on aurait été devant, je pense, assez largement, parce que tu as des Romain Buros qui trouvent des 50-22, on a pas mal de pénal touches aussi dans leurs 22 mètres, et au final, en fait, tu t'en fais rien de ces ballons, donc tu repars avec 0 points. Autre point qui t'a un peu embêté, toi, Yann, c'est les fautes un peu bêtes qu'on a pu faire, notamment en première mi-temps. Ouais, parce que globalement, on fait plutôt un bon match dans le secteur, hein. On est qu'à 10 pénalités, donc c'est positif, même s'il faut être sous les 10. Mais surtout qu'à un moment, on avait fait un enchaînement de fautes débiles par excès d'engagement. J'ai Beauchaton qui, sur 2 actions consécutives, s'emporte trop, et donc après, on reprend une pression dans notre camp. J'ai aussi à un moment, on a une mêlée dans leur camp, et il y a Boniface qui pousse un peu en travers, alors qu'il n'y a pas lieu de pousser. Voilà, toutes ces fautes un peu débiles qu'il faudrait qu'on arrive à gommer pour pas repartir chez soi et en plus resubir. C'est ça le problème en fait. C'est que c'est ces fautes qui s'accumulent, et en fait on repart dans notre camp, et eux ils font zéro travail pour nous mettre en difficulté. Là, tu soulignes Beauchaton, mais il y a qui d'autre qui a pu faire des erreurs un peu comme ça? Il y a Boniface qui fait ça. Après, je sais que parfois ça arrive de temps en temps, même s'il le fait plus, Caso peut faire ça. Diaby aussi, tu vois, contre Toulouse, c'était pareil. C'est le genre de faute bête où il va se jeter dans le ruck, ça apporte rien, et par contre ça fait une pénalité et on repart chez nous et on reprend la pression. Alors qu'en fait, on était plutôt dominant en défense, je trouve. On subissait. Là où on subissait beaucoup, c'était dans nos 30 mètres, quand ils faisaient du jeu à une passe ou avec ce jeu dynamique. Mais après, sinon, dans le jeu courant, quand ils étaient dans leurs 40 ou dans nos 40 mètres, on était plutôt bien en place, que ce soit le centre du terrain avec Moefana et Van Rensburg, ou même la 3e ligne, etc. Donc, et en plus, ils nous rendaient les ballons au pied. Donc, tu vois, je pense que ça, il faut éviter, surtout quand on prend des séquences de pression. Ça nous permettrait un peu de respirer, et surtout, quand on prend des pénalités, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait subi énormément. Voilà, il faut pas qu'on fasse des fautes bêtes où en fait il n'y a pas lieu d'avoir cette faute. Après, c'est peut-être aussi lié au fait qu'on avait peut-être un peu de mal aussi en défense. On a pu se faire breaker à certains moments. Ouais, défense, c'est aussi un des petits points noirs, parce qu'on a été habitué à être un peu meilleur. Là, on est à 80% au plaquage. Finalement, ils ont battu beaucoup de défenseurs. Alors, ils ont franchi très peu, mais ils ont quand même cassé pas mal de plaquages. Donc ça, une petite attention quand même, parce que c'est à l'extérieur, c'est une des prérogatives pour performer. Il y a la discipline, la défense et la conquête. Voilà. On coche toutes les cases. Parfait. Nickel. On peut pas faire mieux, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, on n'a pas pu se récompenser avec des pénalités. On n'en a tenté aucune. Ouais, alors ça, c'est ça aussi.
Au bout d'un moment, quand on met pas une touche, eh ben on prend les points, quoi. Alors il y en a qui étaient compliqués, c'est sûr, mais t'en as qui étaient quand même assez tentables où on est reparti en touche alors que on n'avait aucune touche. Donc du coup, prends les points et puis il nous en manque que 5 à la fin. Donc moi, je suis partisan à l'extérieur de prendre tous les points qu'on puisse prendre. À part si t'es ultra dominant devant, tu vois. Si si on captait toutes nos touches et qu'on avançait de 15 mètres sur les molles, je comprends la volonté. Pareil, si t'es 45 mètres en coin, bon, mais forcément tu vas t'avancer pour t'ouvrir. Même si tu vois, même si Mathieu il est pas en super grande réussite, il y a des pénalités au niveau des 20 mètres, des 30 mètres où il aurait largement pu la prendre. Et finalement ça Mais fait il y en marquer a les eu, points. il y en a eu tant que ça parce que j'ai pas nécessairement le souvenir de me dire on va prendre les 3 points et en fait on part en touche. Bah, j'en ai 2 ou 3 au moins où dans leurs 40 mètres où on décide de faire une pénale touche. Et Ok. après on fait Mais en un première mi-temps plutôt. Donc ouais, on savait pas encore le désastre que ça allait être. ouais, Et mais ça aussi c'est que on était déjà à 3 ou 4 touches manquées, je crois, hein, quand même. ouais, mais tu dis que 3 ou 4 c'est déjà beaucoup pour un match quoi. Tu dis c'est bon, c'est bon, on a fait nos touches manquées, on peut passer à autre chose. Eh ben non, ça continue. Et Même, puis tu l'as dit, même Poirot, il a pensé ça parce que c'est pareil ça aussi. Enfin, ouais, oui, on n'a pas mentionné oui, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que mais on te propose touche ou mêlée, tu viens de perdre 6 touches du coup. je Là, sais tu pas. prends la touche. Après, ils ont mêlé derrière. On se fait pénaliser en mêlée. Donc, Ouais, mais alors ça c'est pareil. Alors bon, je pense déjà même intellectuellement, c'est pas possible de prendre la touche au bout d'un moment. T'es pas censé savoir que tu vas te faire dominer en mêlée. Voilà, tu vois, à la limite tu peux dire bon, on s'est fait dominer en mêlée, donc c'était pas un mauvais choix. Sauf que factuellement, tu savais pas en mêlée parce qu'il y avait pas eu de mêlée, mais par contre tu savais qu'en touche t'étais en difficulté. c'est vrai. Là tu réfléchis même pas, tu prends la mêlée. Et ensuite la mêlée qu'on se fait pénaliser, euh, Yann il lui faut quoi pour sortir le ballon là? Au bout d'un moment, en plus il y a plus de chasse sur 9. Prends le ballon, tu laisses ton 8 pousser, tu prends le ballon, tu fais 3 pas sur le côté et tu tapes, quoi. Maintenant, on peut le faire parce que il y a plus de chasse du 9 adverse. On n'a plus le droit de suivre l'introduction. Je comprends pas le fait d'attendre pendant des heures avec le ballon dans les pieds du 8. Mais ça a été le cas en mêlée, mais aussi dans des rucks. Il met un temps fou. Des fois, il regarde la balle. J'ai le souvenir en deuxième mi-temps, Ouais, quasiment sous nos poteaux. En fait, il y a un début de contre-ruck Racing Men. Et en fait, au lieu d'essayer d'aller chercher la balle le plus rapidement possible, il regarde l'arbitre. Au lieu d'essayer de jouer la balle, il attend. Et du coup, on se pénalisait. ouais. Là, Yann, c'est pareil, il a été vraiment en difficulté, vraiment tout à retardement. J'ai trouvé que les rucks, parce que globalement les rucks, on est plutôt pas mal. On fait 95% de réussite. Bon, on en parlera, mais on s'est fait coffrer quand on est parti un peu tout seul. Mais je pense que la stat sur les sorties de ruck de moins de 4 secondes ou 5 secondes, je pense qu'on doit être ridicule parce que on a mis énormément de temps. Et Yann, il était à chaque fois en retard et il mettait, tu vois, 1, 2, 3, 4 secondes à sortir les ballons alors que le ballon était disponible. Il y a eu un peu plus de vitesse et avec Max, on a vu clairement la différence. Il allait même arracher des ballons dans les rucks, en fait, tu vois. Ouais. Et pareil, là, tu vois, sur cette action que tu dis, au bout d'un moment, soit tu la sors, et si tu dis, ah merde, on peut pas la sortir parce que c'est trop risqué, et va mettre un coup d'épaule, tu vois. Au final, ça donne une alerte et t'as les gros qui vont venir t'aider, tu vois. Enfin bon, ouais, c'est pareil, lui, ça fait partie des joueurs, globalement, Bru l'a un peu évoqué, tu vois, t'as l'impression qu'il y a eu une équipe à deux vitesses, quoi, avec des mecs qui s'étaient pas mis en mode phase finale et d'autres, oui. Et tu vois, et il y a eu ce décalage et qui coûte cher parce que c'était à des postes clés, notamment le poste de la charnière et poste de talon, hein, qui font partie de la colonne vertébrale d'une équipe de rugby. Tu vois, le 2, 9, 10, 15, généralement c'est cette petite colonne vertébrale et là, il y en a 2 sur 4 qui ont été un peu défaillants, quoi. Ouais, c'est dommage parce que Lesgourg, il faisait des bonnes sorties récemment, notamment Clermont où il avait été correct, où on gagne le match. C'est compliqué. On se dit que l'an prochain, avec Martin Pajrello, il va potentiellement y avoir quand même une belle plus-value à confirmer, mais en tout cas, ça semble plutôt bon. Moi, je voulais aussi souligner, tu vois, tu le mentionnais un peu tout à l'heure avec la décision touche versus mêlée, le leadership
Alors là, c'était Jefferson Poirot, mais je trouve que les Racing Men ont été bien meilleurs. Et tu vois, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus pendant et après le match sur le rôle de Gaël Fickou auprès de l'arbitre. Il a mangé le cerveau de Luc Ramos. T'as l'impression que Luc Ramos, il avait le Gaël Fickou sur son épaule qui lui soufflait dans la nuque, H24. D'ailleurs, sur une transformation de Jalibert, Fickou, il a un endroit où il ne devrait jamais être, et même Jalibert le montre en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et à aucun moment, il se fait sanctionner. T'as l'impression que, au contraire, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'aimerais avoir ce genre de joueur dans mon équipe, tu vois. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un capitaine, d'un leader, c'est aussi déjà prendre des bonnes décisions auprès de l'arbitre quand il faut prendre une mêlée ou une touche, quand il faut secouer les mecs, mais c'est aussi savoir parler à l'arbitre. Et tu vois la dernière séquence où Luc Ramos annonce un avantage pour l'UBB, finalement ne revient pas à l'avantage. Ben ça, Jefferson Poirot, il doit le savoir qu'il faut aller mettre la pression et essayer de demander des explications parce que c'est pas normal. Après, Fickou, il a 100 sélections. Je sais pas si et c'est Luc Ramos. Je sais pas si avec un arbitre autoritaire, un autre arbitre plus autoritaire, si ça passerait, tu vois. Je pense que ça pourrait vite gonfler certains arbitres. Donc c'est à double tranchant, hein, parce qu'après tu peux être pris en grippe et être pénalisé, parce que pour le coup, empêcher une transformation, il y aurait pu avoir une pénalité, hein. Ouais, mais c'est là où t'es bon ou pas en tant que leader, et en tout cas dans ce rôle un peu de faire un peu pression sur l'arbitrage, de connaître l'arbitre, de savoir comment il fonctionne, de savoir jusqu'où tu peux aller, de savoir mettre la pression et t'adapter en fait à l'arbitre aussi que tu vas avoir. Je pense que Fickou, il l'aurait pas fait, et il le fait pas non plus tous les week-ends. Il l'aurait peut-être pas fait sur un autre arbitre. Mais en gros, c'est un peu ça que je reproche, tu vois, le capitana et le leadership. Ça doit avoir un peu plus d'impact, que ce soit dans le jeu, dans les décisions, mais aussi auprès de l'arbitrage quand c'est possible de le faire. Et là, j'ai quand même l'impression que c'était possible de le faire. Autre point, les turnovers, les interceptions qui nous coûtent 2 essais. Le premier qui est très visible sur une passe d'Huberty interceptée par Le Garec. Et le dernier essai Racing Men à la 70e qui est en fait consécutif d'une perte de balle de Romain Buros. On maîtrise pas assez ces communications. Est-ce qu'on prend trop de risques? Est-ce que c'est notre jeu qui est pas assez fluide par certains moments ou qui est en tout cas trop lisible? Non, je pense que ça fait partie de ce jeu où on fait quand même beaucoup de gestion du chaos, donc forcément il y a des pertes. Et après on fait des actions magnifiques, tu vois. On arrive à faire des relances exceptionnelles, mais forcément il y a un peu de déchets. Et nous, il faut qu'on ait plus de maîtrise. Je pense que, tu vois, les interceptions qu'on prend, c'est clairement des interceptions où on regarde pas. Où Berti fait la passe, il a rien regardé. La semaine dernière, Mathieu, c'est pareil. Tu vois qu'en fait, il prend pas l'information avant. Donc, est-ce que c'est des sauts de concentration liés au fait qu'on a plus de jus entre guillemets, et donc on a le sang qui monte à la tête et on voit plus grand chose. Tu vois, Pablo Berti, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc bon, est-ce que c'est en lien avec ça, ou moi je pense qu'il faut continuer à faire ce jeu parce que notre jeu de contre-attaque, on est terrible, et je pense que c'est ce qui paye. Tu vois, pour moi c'est pas grave dans le sens où c'est pas là qu'on perd, quoi. En fait, c'est toujours pareil. Je regarde plutôt ce qui nous a mis en difficulté que le positif, très positif, qui forcément amène des prises de risques. Tu vois, par exemple, le premier essai, je crois que c'est Van Rensburg. Non, c'est pas Van Rensburg le premier essai, où t'as la passe laser de... t'as la passe laser de Jalibert pour Van Rensburg, c'est qui marque à la fin, je sais plus. Pizzamuki. Ouais, exactement, sur l'aile. Et ben tu vois, Fickou finalement il est pas loin de l'interception, mais t'as cette prise de risque avec cette passe laser qui fait que tu prends l'intervalle. Donc forcément on va être sur le cordeau. Bien sûr il faut qu'on minimise les risques, mais notre système de jeu et nos prises de risque dans le chaos font que forcément on va être assujetti à ces interceptions, surtout quand on est dans des petites périodes de doute. Tu vois, ça arrive pas n'importe quand. C'est ce que j'allais dire, c'est que ces interceptions aussi, il faut... Tu vois, je trouve que c'est très bien de vouloir jouer le chaos à tout prix, et on est excellent là-dessus, et avec des LBB, des Penaud, etc., on a les joueurs qui sont là pour. Le problème, c'est que quand t'es pas en confiance, généralement, ces moments-là, ces prises de risque, elles fonctionnent pas et tu te fais sanctionner. Tu vois, le premier essai de Le Garec sur la passe de Huberty,
on sort d'une mi-temps où on s'est fait chahuter, on n'est pas en confiance du tout, on sent que le match peut tourner de l'autre côté. Pareil pour à la 70e pour la passe de Buros où on vient de se faire refuser un essai, que le carton jaune n'a rien donné, etc. D'ailleurs, ils sont encore à 14 contre 15, il me semble. Enfin, tu vois, je trouve qu'il faut aussi la prise de risque, savoir la prendre dans les bons moments et quand on est en confiance et en position pour le faire. C'est vrai que le faire le plus possible, je suis d'accord. C'est une très grande force, mais il y a des moments où en fait, il faut juste essayer de calmer peut-être un peu plus, même si effectivement à la 70e, il fallait qu'on récupère des points. Donc il fallait prendre des risques. Mais tu vois, la 45e, elle coûte quand même, je trouve, très cher dans la dynamique et dans le coup de massue que ça te met vraiment en sortie de vestiaire. Mon dernier point, je sais pas si toi t'en auras d'autres, c'est les ballons hauts. Je ne nous ai pas trouvé très bon dans ce domaine-là. J'ai trouvé que alors, la pièce tombait un peu plus du côté des Racing Men. J'ai souvenir aussi que en fin de match, tu vois, il y a un Lucu qui regarde un peu le Racing Men reprendre son coup de pied. Malgré le retour de Buros, je ne nous ai pas trouvé ultra convaincant dans ce domaine. C'est peut-être un ressenti, j'ai pas regardé les stats, mais voilà, j'ai pas trouvé qu'à la lutte, on sortait plutôt gagnant. Ouais, Buros, il faut qu'il arrive à se... Je trouve il faut qu'il arrive à retrouver ses marques. Finalement, ouais, sa blessure, il s'est un peu... Enfin, parfois, on le sent un peu en retard sur les déplacements, etc. Donc à voir avec le temps. Je suis pas inquiet parce que c'est un excellent joueur, mais tu as raison. C'est vrai qu'on est un peu moins dominant, même si on arrive toujours à être positif sur nos coups de pied de pression. On a récupéré pas mal d'actions comme ça. Mais effectivement, sur les nôtres, il donne une zone en fait qui est entre les 22 et... Enfin, c'est assez court généralement, et c'est là où on est en difficulté parce que Buros doit faire une grosse course. Donc, est-ce que c'est les mecs qui ont lu un peu notre placement défensif, ou est-ce que c'est juste Romain qui est pas encore à son pic de forme qu'il avait avant ses blessures? Tu vois, cette zone-là, elle est aussi, tu vois, contre Toulouse, où c'est Jalibert qui récupère la balle et qui ensuite franchit, etc. Donc il y a des moments où on la gère bien, mais c'est vrai que au global, je trouve qu'on a du mal, notamment effectivement sur les chandelles un peu courtes. Mais après, dans l'occupation, quand tu as un Jalibert et un Lucas, c'est vrai que même un Buros, tu pars un peu serein. Est-ce que tu avais des autres points, toi, sur les points négatifs? Non, je crois pas. Bon, dans ce cas-là, on va passer au point quand même positif parce que, mine de rien, il y en a quelques-uns. Et pour commencer les points positifs, celui qui a un peu éclaboussé cette rencontre encore une fois de son talent, avec notamment cette prise d'initiative avec ce petit coup de pied à la 79e, suivi d'une longue chevauchée avant d'un coup de pied à suivre. C'est Mathieu Jalibert qui a animé le jeu de l'UBB parfaitement, malgré des avants un peu en retard, malgré une éjection de balle très lente. Il a su faire à la fois gérer son équipe et à la fois envoyer son équipe sur orbite. Ouais, clairement. Alors ça, c'est quelque chose qui me donne le sourire. Ça fait partie des trucs qui me donnent le sourire. Et c'est vrai que l'année dernière, Mathieu n'était pas là dans les moments qui vont compter, qui vont arriver, là, le 8e, le quart, etc. Donc voir un Mathieu Jalibert en pleine forme, que ce soit physiquement, dans l'animation. D'ailleurs, on le voit, donc il anime super bien, mais ça, on n'a pas de doute. Hein, c'est un formidable gestionnaire. En plus, il a toujours son coup de rein avec son crochet intérieur, ses petits par-dessus, etc. Mais ce qui en plus m'impressionne le plus, et ça commence à porter ses fruits, c'est son engagement, je trouve, en défense. Alors il rate encore quelques plaquages, mais mine de rien, il s'est bien jeté 2 fois dans les jambes de Tuisova, donc en le faisant tomber, qui n'est pas non plus n'importe qui, et je l'ai trouvé plutôt agressif et bien dans ce secteur, donc ça c'est vachement encourageant, notamment pour des matchs qui vont devenir de plus en plus tendus. Et après c'est il gère tout, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui maîtrise le tempo du match, il accélère quand il veut, à chaque prise de balle, en fait, il arrive à fixer un ou deux mecs, et après sur ses passes, sa passe laser pour Van Rensburg, elle est magnifique, sa petite relance à la fin, tu vois, c'est le petit relance XXL où il fait son petit coup de pied, magnifique, il est à l'aise, quoi. Donc là, c'est vraiment un truc, me dire qu'on va attaquer les moments importants du club, notamment ces phases finales de Champions Cup,
avec notre meilleur 10 en forme, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ouais, c'est vrai que tu le mentionnes physiquement, et je trouve que c'est un vrai gap par rapport à l'an dernier, que ce soit défensivement, dans l'engagement qu'il met, où il se jette effectivement sur Tuisova, mais aussi dans sa faculté à percer les lignes. Tu vois, tu sens qu'il a des cannes de feu, qu'il est en forme. D'ailleurs, c'est aussi sûrement pour ça qu'il est aussi bien dans la gestion et dans l'animation, c'est que quand tes jambes vont, c'est quand même bien plus simple. On a hâte en tout cas de le revoir, et il a été impérial sur ce match avec en plus des conditions qui n'étaient pas forcément favorables, en tout cas dans la dynamique du match. Autre point positif que je mettrais, moi, c'est on a quand même marqué 5 essais. C'est pas une fin en soi vu qu'on perd ce match, mais avec une touche aussi catastrophique, marquer autant d'essais, je me dis, imagine si on était ne serait-ce qu'à 50, 60, 70% de touches réussies, quoi. Non, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est clairement la touche qui nous fait perdre ce match, parce que dès qu'on avait le ballon, on imprimait des temps de jeu, et je trouve qu'on arrivait à trouver des solutions assez facilement. Parce que mine de rien, on a franchi 9 fois. Alors après, on n'a pas toujours bien fini. Je pense notamment à Yoram qui fait cette magnifique percée, et après il envoie un petit parpaing pour la motte. Je pense qu'il aurait pu mieux finir. Donc ouais, non, l'animation était bonne. Je pense qu'on a un peu plus de ballon. Pour moi, il y a pas de match, tout simplement. Ouais, clairement. Assez d'accord là-dessus. Grosse satisfaction de mon côté. Alors, il y en a quelques-unes quand même. La paire de centres. Alors, on n'avait aucun doute, et quand on a vu que du coup, c'était Van Rensburg et Moefana en 13 qui étaient alignés, on avait hâte de voir ce que ça allait donner, et ça a clairement pas déçu. C'est top, d'autant plus que c'est même pas notre paire titulaire, quoi. Alors ils vont tourner à 3, je pense, sur la fin de saison avec Van Rensburg, Moefana et De Porter, avec potentiellement du Tapway qui va venir sur certains matchs, mais on se régale, quoi. Ouais, on le dit, hein. Il y a trois centres de haut niveau et qui ont à peu près le même niveau. Donc ça, c'est incroyable. Et ce qui est formidable aussi, c'est que Moefana, il a pris une semaine de vacances. Putain, le gaz qu'il avait là. Donc juste une semaine de vacances, t'as l'impression que les batteries elles sont rechargées et qu'il a basculé, ça y est, UBB, parce qu'il avait fait quand même un énorme tournoi où c'est un des joueurs qui a le plus joué, je pense, parce qu'il a tout joué à 80 minutes. Et là, t'as l'impression, il a fait qu'avancer systématiquement. Il a mis une pression terrible sur Ficou et Tuisova. C'était assez incroyable. Ouais, complètement. Et pour parler un peu du pack quand même, parce qu'il est pas mal décrié, mais il y a quand même des joueurs qui ont répondu présent. Je pense à Gazzotti et à Coleman qui ont joué à peine une mi-temps, mais qui en tout cas sur la première mi-temps se sont donnés et ont bien répondu présent. Et à Pizzamu aussi, qui a été beaucoup dans le combat et qui est récompensé aussi avec un essai. Il y a quand même des individualités, je trouve, qui sortent du lot devant. On a quand même des beaux joueurs. Je trouve que Boniface, il fait des erreurs un peu bêtes en mêlée, etc. Mais que dans le jeu, en fait, il participe bien à l'animation du jeu avec des passes après contact en tombant, etc. Même un Pierre Beauchaton dans le combat, même s'il a été sanctionné. On a mine de rien quand même des joueurs qui sont bons devant. Ouais, Gazzotti, monstrueux. Je trouve qu'il fait une mi-temps. Et là, toujours pareil, on est dans le tableau Excel de Yannick Bruy, je pense. Gazzotti devait pas jouer plus de 40 minutes. Et il s'est envoyé pendant 40 minutes et toujours aussi dominant sur les plaquages. Et puis là, il a fracassé des plaquages, je crois. Je crois qu'il a 5 défenseurs battus. Il y a Diallo qui s'est assommé sur lui. Tu sens que c'est un rock, quoi. Donc là, on a notre troisième ligne un peu sudaf qui commence à être dominant même en top 14. Vraiment ultra impressionnant, et sachant qu'il a je crois qu'il a 20 ans ou 21 ans, donc Ouais. on n'imagine même pas, enfin je sais pas où il va s'arrêter lui, mais il est déjà dur, c'est incroyable. Et cette faculté même à foncer dans les murs et à casser les murs, c'est assez impressionnant. Après il y a Coleman, du coup lui il va nous faire extrêmement de bien. Alors en touche on l'a pas encore vu, mais il va nous faire du bien en touche. Mais c'est surtout dans l'impact physique en fait. En défense, il gagne systématiquement ses duels en faisant des plaquages offensifs. J'ai en mémoire au début du match un gros plaquage sur Tuisova. Après pareil il m'a attrapé les secondes lignes, Palou, etc. Mais comme des enfants en fait. Et donc il a cette densité physique qui nous fait extrêmement de bien, mais voilà, pareil, phase de reprise, pas plus de 40 minutes,
et il est sorti. Je pense pas que ce soit une sanction liée à la touche. Je pense que c'est clairement en prévision des 2 matchs qui arrivent. Ouais. Enfin, déjà du premier et voir si on le passe. J'espère qu'on va le passer quand même. Et après du quart. Donc oui. Et puis Samu qui continue. Il enchaîne les matchs. Il est performant. Lui, c'est pareil. Il va rentrer dans sa 2e année de top 14 et ça va de mieux en mieux. Et en plus, on le fait jouer. Donc, je suis content. Je pense en l'absence de Tatafou, on commence à se dessiner une petite 3e ligne avec Beauchaton, du Mathieu, du Gazzotti et lui. Voilà, on commence à retrouver un peu les hommes forts qui seront là pour les matchs coup près. Boniface, tu l'as dit. Alors Boniface, de toute façon, moi je l'ai toujours trouvé que c'est un excellent joueur de rugby, mais par contre il faut qu'il règle son indiscipline en mêlée. Ça allait en fait Boniface, ça allait très très bien quand il y avait Sadi qui cassait la gueule de son cocher, et donc en fait quand la mêlée avançait, forcément les observables de Boniface étaient bons parce que la mêlée avançait, et donc du coup s'il partait un peu en travers, ça se voyait pas parce que le gaucher adverse en fait se faisait démonter. Là le problème c'est que Big Ben n'avance pas en mêlée. Donc il cale les mêlées, Falatea c'est pareil, et donc lui il pousse comme un âne, et sauf qu'au bout d'un moment, il tourne autour de son droitier, et donc après il a le cul complètement à l'extérieur, et donc ça c'est le pire des observables, parce que ça veut dire que tu pousses en travers, et donc après il est pénalisé. Alors qu'il faudrait qu'il fasse comme Poirot, c'est-à-dire qu'il tende les guibolles, qu'il se gaine, et puis qu'il attende. Voilà. Comme ça au moins on prend pas de pénalité, on n'avance pas, mais on prend pas de pénalité. Moi ça me va, si on a nos lancements de jeu qui sont propres, ça me suffit. Ouais, complètement. Et on n'a pas été tant sanctionné que ça en mêlée non plus. Après, il y a eu 3 mêlées, je crois. Oui, voilà. Enfin, je crois... Oui, c'est pas faux. Mais je crois qu'en gros, on est pénalisé sur 2 mêlées. Non, il y en a eu un peu plus que ça. Après, pour nous, peut-être effectivement 3 ou 4. On gagne un bras cassé. Bon, c'est déjà ça. Mais c'est vrai qu'après, il y en a quelques-unes qui ont pu être jouées. Bon. Autre joueur qui a été très bon, il est rentré en cours de jeu, c'est Arthur Retière qui est vraiment... top. Ouais, c'est le meilleur gratteur du top 14, je pense qu'il est meilleur que Willis. Non, mais... Meilleur arrière-gratteur, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est Bastaro à l'aile. Non, il est vraiment impressionnant. Et malheureusement, on le perd sur ce dernier plaquage d'Abossi qui va me l'emplâtrer sur la pelouse. Ouais. Qui est en plus du béton. Donc, qui finit blessé. Alors visiblement, c'est acromioclaviculaire, donc c'est une entorse. Donc après, ça va dépendre du stade, le temps d'absence. Si c'est un stade 1, ça va, et plus ça va, plus moins ça va. Ou c'est l'inverse, je sais plus comment ils font les classements. Bon, bref. Bon, affaire à suivre, on aura le point infirmerie samedi, je pense, en même temps que la composition d'équipe. Mais avant de passer à cette compo, justement, et à ce match face à l'Ulster, faisons un petit point sur le classement du top 14. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Tous les ans. Et donc, suite à cette défaite au Racing, l'UBB est toujours 2 points devant Toulon, mine de rien, ça compte. Ce point de bonus glané en fin de match à la 75e minute. Mais 5 points derrière Toulouse qui, eux, ont étrié Pau à domicile. Bon, ils avaient la grosse équipe, il manquait les frères Ntamak, mais sinon, c'était du lourd. Il manquait Movaka aussi, il me semble, de mémoire. Mais voilà, Toulouse 70 points, Bordeaux 65 points, Toulon 63, et c'est Bayonne derrière qui a encore fait une victoire bonifiée ce week-end avec 53 points. Suivent derrière Castres, 48 points. Et puis derrière, c'est très serré, comme tu le disais, entre Clermont, 44 points, et le Racing, 39 points. Il y a donc 5 points. Le Racing est 11e. Donc entre la 6e et la 11e place, tout le monde peut jouer le top 6. Donc il y a du Lyon, du Montpellier, du Pau, du La Rochelle, et donc du Clermont qui a gagné contre La Rochelle. La Rochelle, ça va pas du tout. On les recevra d'ailleurs dans un petit mois après le déplacement à Pau, au classement britannique strict, donc qui ne prend pas en compte les bonus mais qui pondère les victoires à l'extérieur. On est toujours devant Toulon, on a 16 points, Toulon a 12 points, donc ça veut dire que si on suit le calendrier normal, si on s'impose à domicile et qu'on va chercher 1 ou 2 victoires à l'extérieur, ça devrait le faire potentiellement, et Toulouse est devant avec 18 points, mais on note aussi l'importance des points de bonus dans cette fin de saison où il nous reste du coup 6 matchs. Tous les points vont être importants vu qu'il reste 2 points d'écart entre l'UBB et Toulon. Mais avant la reprise du top 14 dans
3 semaines avec le déplacement à Pau. Place à la Champions Cup. Je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Et pour ce 8e de finale de la Champions Cup, on va retrouver une équipe qu'on avait battue à Belfast en décembre dernier. C'est l'Ulster qui s'est qualifié donc aux dépens des Sharks que nous avions battus de 60 points à domicile. Quel souvenir te laisse cette équipe ? Pas un souvenir impérissable. Non, une équipe sérieuse, mais qui a trop de lacunes quand le rythme augmente. Voilà, c'est les souvenirs que j'avais. Ce week-end, ils sont imposés contre les Stormers en URC. Après, je sais pas comment ils vont venir. Tu vois, est-ce qu'ils vont jouer à fond cette Champions Cup ou est-ce que ça va être une parenthèse pour eux et ils vont lâcher comme l'a fait par exemple les Saracens où les internationaux anglais vont pas aller à Toulon. Donc à voir avec quelle équipe ils viennent. Mais bon, c'est une belle équipe. Mais si on est sérieux, normalement on devrait s'en sortir quoi. Je pense qu'on est 2 crans au-dessus de cette équipe. Mais voilà, il faudra les respecter. Je me rappelle ils avaient été un peu pénibles devant. Donc voilà, il faut qu'on soit sérieux dès le début du match. Parce que la dernière fois, je me rappelle c'était Swinton, je crois qu'il avait loupé 6 ou 7 plaquages dans le premier quart d'heure là, où tu sentais qu'on était rentré mais pas bien quoi. Ouais, c'est ça. Là-bas, à la mi-temps, le match n'était pas du tout fait. On avait profité du coup de la deuxième mi-temps pour vraiment faire le score. D'ailleurs, c'est les règles dont parlait Yannick Bru dans ce podcast la semaine dernière qui devraient aussi nous faciliter un peu la tâche avec du coup les joueurs qui ne peuvent pas re-rentrer après être sortis dans les règles internationales et qui du coup favorisent quand même les équipes qui ont de la profondeur et des joueurs qui ont du coffre. Là, on peut penser qu'avec l'apport de Chaban en plus dimanche après-midi, je crois qu'il va faire un grand soleil qui pousse derrière les 15 joueurs qui sont sur le terrain. Ça devrait le faire. Encore faut-il effectivement mettre les ingrédients, être sérieux, appliquer en touche. Voilà, parce qu'un match comme celui d'hier, on peut tout aussi bien se dire qu'on devrait le gagner si on fait pas n'importe quoi. Ben, on a fait n'importe quoi dans un secteur clé. Eh bien, il ne faudra pas refaire la même chose face à l'Ulster. Sinon, la Champions Cup, qui est très cool à jouer, et franchement, c'est une compétition que j'aime beaucoup, pour laquelle tu as aussi cramé quelques cartouches en décembre-janvier pour justement finir premier, pour pouvoir recevoir avec des enjeux financiers pour le club, vu que si tu reçois jusqu'en demi, ça fait des petites recettes quand même pour le club. Et ça, c'est Laurent Marty lui-même qui l'a indiqué, l'importance de ces phases finales. Et en tout cas, il faut absolument gagner dimanche. Alors, je vais te proposer une petite compo. Et alors, c'est une compo où on fait pas mal tourner. Je pense que elle sera, on va en discuter, mais je pense qu'elle va être un peu plus sérieuse que ça, la compo de Yannick Bru. Mais moi, je partirais sur Perchaud, Sa et Tameifuna en première ligne. Donc, le grand retour potentiellement de Mathis Perchaud, Connor Sa qui était au frais ce week-end et Tameifuna qui enchaîne. Lui, je trouve qu'il manque potentiellement de rythme. En tout cas, il a besoin de jouer, je trouve, avec potentiellement un Taoufa sur le banc pour Falatea. Il faudrait aussi peut-être potentiellement qu'il s'économise un peu. Ouais, moi ça me va. Première ligne, pour l'instant, il n'y a pas trop de surprises. Voilà. Peut-être que Lamotte enchaînera direct, mais c'est pas impossible qu'on démarre avec Connor. Je vois pas trop dans quel monde il peut remettre latéral là sur ce match. Même si je pense qu'il a besoin, tu vois, peut-être un remplaçant. Tu vois, genre si le score est fait, tu peux le faire entrer, il aura moins de pression et il faut qu'il joue pour passer à autre chose. Moi, je pense qu'on le reverra pas avant Pau, peut-être. Ouais. Mais pour moi, il a perdu beaucoup. Hein. Et ouais, mais le problème c'est que tu peux pas non plus trop tourner à seulement 2 talonneurs sur la fin de saison, quoi. Mais c'est sûr, surtout que je pense pas qu'on ait d'espoir qu'il puisse monter dans le sens où Everett, qui est non-gif, je suis pas sûr qu'il soit inscrit dans l'effectif LNR parce qu'il prendrait une place de non-gif et ça on peut pas se le permettre parce que je crois qu'on est déjà au taquet. Il y a Léo Chauvin en espoir. Ouais, mais Chauvin, je pense que le gap il est très très fort entre les espoirs et le top 14 à ce poste-là en plus. Et puis Chauvin, je suis pas sûr que ce soit l'assurance tout risque en lancer en touche.
Ouais, je sais, pour le coup, je sais pas du tout. Pour moi, il faut faire jouer Latterade un petit peu, de temps en temps, faire tourner un peu avec les mecs, quitte à ce que ce soit qu'une demi-heure et que la mode finisse tout rouge à la 50e. Oui. Mais après, de toute façon, moi, enfin, tu vois, ça m'aurait pas dérangé tu vois, de le faire sortir très tôt et de le faire rentrer. Je pense que ça aurait pu le remettre la tête à l'endroit. Ouais. Là, Ok, ouais. là, il risque de gamberger parce qu'il sort sur une prestation catastrophique. Il a même pas, tu vois, il peut même pas se racheter entre guillemets. Bah, c'est pour ça que moi je le mettrais si le score est fait, quoi. Le problème c'est que Talon, t'es obligé d'entrer et si le score est pas fait, t'envoies un mec. En plus, Chaban, je sais pas comment va réagir le stade à l'entrée de Latérale. J'espère avec des encouragements, mais tu vois, vu les commentaires sur les réseaux sociaux, bah c'est compliqué après ce match-là. Je pense que niveau supporter aussi, il faudra passer à autre chose et encourager ce joueur qui doit être un peu au fond du seau. Mais effectivement, je pense que ce sera plutôt ça et Lamotte face à l'Ulster. En seconde ligne, je mettrais un petit Gré. Alors ça fait longtemps qu'on les a pas vus associés ces deux-là, il me semble, quoique peut-être en février, quand Gré revenait de sa sélection. Mais Petit était remplaçant du coup au Racing. Gré, lui, il était en vacances, donc tu vois, je mettrais des non-gifs et c'est parti. Et je pense que ça peut être pas mal en seconde ligne. Ouais, parfait. Moi, ça me va. Très très bonne deuxième ligne. Même si le fait que Coleman ait repris 40 minutes, est-ce que c'est pas pour attaquer les deux prochains matchs? Je sais pas. Voilà. Mais Gray Petit, ça me va très bien, mais pas impossible qu'on voit Coleman titulaire. Ouais, complètement. Un petit Coleman avec Gray qui sort du banc, pourquoi pas aussi. En troisième ligne, Diaby, Samou, Beauchaton. Bah, Samou, c'est l'homme de la Champions Cup qui jouait quasiment tous les matchs. Je crois qu'il a été blessé à un moment. Beauchaton qui enchaîne un troisième match consécutif. Et Diaby, parce qu'il faut aussi faire tourner tous les mecs, quoi. Ouais, mais la même chose, vu que Gazzotti a joué 40 minutes, je vois bien Gazzotti enchaîner en 6 avec Samou et pourquoi pas Beauchaton ou Mathieu, un des deux. Mais soit si on veut faire récupérer Beauchaton, on le met sur le banc avec un banc probablement en 6-2 et on fait attaquer direct Mathieu ou inversement. C'est pas voilà, peut-être moi je vois sûrement un Gazzotti, Samou, Mathieu et peut-être Beauchaton sur le banc avec du Gré, possiblement un Van Taifer ou un Diaby, c'est pas impossible à voir. Ouais, en tout cas, ce serait peut-être plus solide que mon attelage, en tout cas devant. Mais je pense aussi que derrière, ça va pas trop te plaire. Alors, très risqué. Lesgourg, Carberry. Lesgourg a pas rassuré, mais en même temps, Lucu va falloir qu'il prenne une semaine de vacances à un moment ou à un autre. Et Carberry, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Alors, peut-être avec un Jalibert sur le banc. Mais je me dis qu'en fait, Jalibert, si tu veux le faire souffler, c'est soit maintenant, soit à Pau. Mais que du coup, si tu perds ce match, il va souffler la semaine prochaine aussi. Mais c'est pas le but. Donc, Lesgourg Carberry, ça peut être risqué. Ouais, j'ai mis ça parce qu'il va falloir faire souffler des mecs à un moment. Mais je suis quand même assez intimement convaincu que ce sera Lucu Jalibert. Je pense que si tu fais ça et qu'on saute en 8e, je pense Ouais. que Marty il pend Bru. Ouais, c'est ça en fait, tu peux pas. Après, pareil, quand on avait le coach, donc Yannick Bru, semaine dernière, il avait bien parlé d'une mise au repos sur 5 semaines, et notamment des internationaux. Donc on a déjà fait Moefana, des Porters, Penaud, on fait Louis la semaine prochaine, il reste que Lucu, Et on a fait Grey aussi. et on a fait Gray, et donc du coup, il reste encore 2 semaines, donc même 3 semaines. Donc à mon avis, on est dans cette période des 5 semaines. Donc moi, le plus probable pour moi, c'est qu'on le fasse reposer à Pau. Après le quart, si on est qualifié en quart, et ce que j'espère fortement quand même, pour que on le mette au repos en quart et que Yann réintègre face à Pau la place de Titu et que Max prenne ses vacances là. Voilà. Oui, non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, c'était. Enfin, avec le recul, trop risqué pour l'enjeu que ça représente pour le club. Financier, sportif. Ouais. Sachant que, pareil, toujours dans le tableur Excel de Yannick Bru, Max, Oui. on l'aurait fait rentrer à la mi-temps. Non, il a attendu la 60e pour qu'il fasse ses 20 minutes, tu vois.
Donc je pense qu'il y a ces petits timings nous donnent un peu des indicateurs sur qui va jouer et comment on a essayé de reposer les mecs en essayant de les ménager, etc. Mais il te l'a partagé son petit tableur la semaine dernière, Yannick. Ah, en fait c'était Oui, trop mathématique pour tu vois, c'était pas du coaching en fait. Là j'ai l'impression que c'était vraiment de la gestion de mecs. C'est-à-dire que parfois ils voulaient sortir. Je pense qu'ils voulaient sortir des mecs, tu vois, tout de suite ou faire entrer des mecs tout de suite. Mais tu sens que ou garder les mecs sur le terrain parce que tu sais il s'est dit putain, j'ai Coleman et Gazzotti qui font que gagner des duels. Mais non, on avait prévu ces 40 minutes, tant pis, on reste sur notre modèle, quoi. Parce qu'après, on va le payer après. Ouais, je suis assez d'accord, et c'est vrai que la saison est alors encore longue, même si la fin se rapproche assez vite, mais que t'as pris un petit pari ce dimanche, ça a pas fonctionné, mais tu pouvais pas non plus les faire plus jouer que ça, et effectivement, Lucu, qui a joué 20 minutes, il peut jouer 80 minutes sur les 2 prochains matchs, surtout en Champions Cup. Sur les ailes, le retour de Damien Penaud à Chaban. Alors, est-ce qu'il va remettre un sextuplé parce que c'est juste ce qu'il avait fait pour son dernier match de Champions Cup face aux Sharks. En tout cas, on lui souhaite. Et du coup, avec la blessure de Rétière, donc ça c'est problématique quand même, je mettrais Huberty. Vu que LBB est pas là, peut-être la surprise est Chegaray, mais je crois pas. Huberty, pour moi, ça me semble le plus et la seule option, à part si tu remets un Samou à l'aile, mais sinon je vois pas trop d'autres options à part Chegaray. Ouais, c'est ça. En fait, c'est soit il redonne sa confiance à Etchegaray, ce qui est pas impossible. Tu vois, c'est une prise de risque modérée, parce que finalement, il a fait que des bons matchs. Tu sais que ça va être un match assez aéré, parce que t'es en Champions Cup. Ça va pas être un truc où il faut alors ferrailler pendant des heures. Donc, il va avoir de l'espace. Un mec qui a des cannes, pourquoi pas. Après, Huberty, il a besoon de rythme aussi. Là, c'était son match de reprise, faut pas oublier hier. Donc, il a fait une mauvaise passe, mais il a aussi marqué un essai qui a été refusé. On n'est pas revenu sur son match, mais je pense que ça lui ferait du bien aussi d'enchaîner un petit peu. Donc, profiter de la blessure d'Arthur Retière pour enchaîner. Ça peut être bien pour Pablo. Au centre, je mettrais, et je pense encore une fois que ce sera pas ça, mais je mettrais Tapuai Moefana. Oui, Tapuai parce que il a pas trop de temps de jeu, que ça peut permettre aux autres de souffler aussi, type un Van Rensburg. Alors De Porter, il n'était pas au Racing ce dimanche, mais je me dis en sortie de banc, ça peut être assez sympa d'avoir un De Porter qui amène ses cannes en sortie de banc, d'autant plus qu'il a la polyvalence centre-aile qui est possible pour rentrer et amener des solutions. Donc je partirais sur Tapuai en 12 et Moefana en 13. Mais tu vois, moi, je pense qu'on va partir sur notre paire de centres titulaires, Moefana des Porters, et qu'on aura Van Rensburg en impact player. Je vois ça comme ça. Ça me va aussi, je prends. Très clairement, je pense qu'il se passera en phase finale, ou en tout cas sur les gros matchs, ce sera ce schéma-là. Alors après, à voir, est-ce que tu mets... parce que là, on est emmerdé, sans retire, on est emmerdé, parce qu'on n'a pas cette solution d'ailier neuf assez simple. Alors, est-ce que tu mets un Johnny Chigaray sur le banc avec un Van Rensburg qui couvre le poste d'ailier de 15 et après Van Rensburg de centre, mais ça veut dire que ta charnière fait tout le match. Est-ce que tu mets Yann Lesgourg et ça veut dire que Max peut décaler en 10? Je pense que ça va être ça. Parce que sinon, t'as personne d'autre qui peut couvrir 9. Lucu te couvre le poste de 10. Carberry, il fait 10-15. Burros 15 et les ailes. Je pense que ce sera Lesgourg et Van Rensburg, ou Lesgourg et un centre. Ouais, c'est une possibilité, ouais. Mais en tout cas, du coup, ça répond aussi un peu à la question de l'arrière. Burros, du coup, à l'arrière, qui enchaîne. Parce que je vois mal... je pense que, tu vois, le match de Pau, ce sera le retour potentiellement de Chegaray. C'est possible. Ouais. Mais comme ça, il aura fait toute la côte. Voilà. Et après, il aura fini dans les Pyrénées. J'espère qu'il va... Il a fait un peu Perpignan, tu me diras. Ouais, il a juste marqué l'essai le plus rapide du top 14 à Perpignan. Il a fait Bayonne, il ferait Pau, il a fait un peu à Chaban. Il aura fait vraiment le sud-ouest, ouais. Lui, il s'emmerde pas pour les déplacements, c'est bien. Il est pratique, hein. Ouais, tu vas pas trop loin. On va pas plus loin de 2 heures de chez lui. Et encore, si tu considères que chez lui, c'est Bordeaux. Si c'est Bidart ou Biarritz, il est encore plus près. On va se faire gronder, quoi. Voilà pour la compo. En tout cas, nous, on a hâte d'être au match. Effectivement, moi, j'ai donné une compo un peu
prudente en termes de temps de jeu avec beaucoup de rotation, mais je suis assez persuadé que ce sera une compo un peu plus compétitive ou en tout cas avec plus de cadre et plus d'assurance parce que les enjeux sont très importants pour le club et on doit gagner ces 2 prochains matchs pour s'offrir une demi-finale de prestige, donc peut-être au Matmut, donc c'est assez primordial. Mais en attendant le match, on vous propose de passer aux actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver, si on pète pas le boulard, ça va aller. Et la première actualité, c'est le fait que Yon Etchegaray, dont on parlait juste avant, qui était pressenti du côté de Biarritz pour un prêt en Pro D2 la saison prochaine, voire même à Montpellier, en prêt la saison prochaine, finalement il devrait rester à Bordeaux. Et même potentiellement prolongé parce que son contrat court jusqu'en 2026. C'est Jeff Paturo de l'équipe qui l'annonce dans un article en fin de semaine dernière. Bon, ça me paraît assez logique étant donné qu'on a des besoins en 15, qu'il a été bon, qu'il est J, il coche toutes les cases pour qu'on compte sur lui la saison prochaine. Ouais, ce serait complètement anormal de le laisser partir. Donc là, je pense que c'est bien, on va pouvoir essayer. Alors je l'aurais prolongé peut-être plus longtemps. Je sais pas jusqu'à combien ils veulent le prolonger, mais tu vois, j'aurais fait même un contrat de longue durée avec ce genre de joueur. Et puis ça semble peut-être clore même le recrutement parce qu'on parlait d'un centre ailier, etc. Mais à mon avis, si Yon Etchegaray rentre dans l'effectif l'année prochaine, pas sûr qu'on ait forcément besoin d'un joueur supplémentaire. Peut-être que Ouberti, pour les quelques matchs de doublon, décalera en 13 en fait. Ouais. Moi, j'aimerais quand même bien avoir un petit 13 ou même juste Bentapoy qui reste ou avoir. Il va quand même avoir de la montée de compétences. De toute façon, il faut qu'on s'appuie sur. Oui, parce que t'as un Georgie aussi. Mais il y a Georgie qui sera là, donc on aura en fait pendant le période de doublon, on aura probablement Ouberti, Georgie et Van Rensburg. Après, aux ailes, entre Mousquets, Yon et Retière, t'as à peu près ton équipe, quoi. Ouais, complètement. Non, mais oui, je pense que ça pourrait suffire. Tu mentionnais Retière, blessé donc à l'acromio, ça t'en parlait. Boniface, il est sorti aussi autour de la 60e, quelque chose comme ça, blessé. Alors c'est difficile de savoir ce qu'il avait sur les images, j'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé. Mais Sud-Ouest annonce un problème aux ischios. Ouais, c'est ça, une petite pointe aux ischios, ils annoncent ça. Donc après, toujours pareil, alerte, donc il faut voir après avec les échographies la durée de l'indisponibilité. Donc il faut attendre des examens complémentaires comme Retière. Comme je dis, l'acromion, ça peut durer de 2 semaines à 3 mois s'il y a l'opération. Donc c'est voilà, il faut attendre un peu le retour du bilan médical qu'on aura. Alors toi tu m'as dit samedi, c'est pas impossible qu'on l'ait vendredi parce que tu sais en champion oui, t'annonces un peu plus tôt, donc possible qu'on l'ait vendredi. Ouais, c'est effectivement les compositions de champion sont annoncées un peu plus tôt. En tout cas, elles ne seront pas annoncées sur Twitter par le club, mais on essaiera de les relayer quand elles tomberont. Côté Lyon, bon, 15e match, 15e victoire, 12-33 à Grenoble, sachant que tu me disais que à la mi-temps, il y avait déjà 33-0. Donc, en fait, on ne l'avait pas annoncé la semaine dernière parce qu'on n'avait pas fait attention et que je pensais qu'avec le 6 Nations féminin, il n'y allait pas avoir de match. Mais si, même avec un vrai doublon, les filles enchaînent et signent un 15e succès consécutif. Elles ne rejouent pas, par contre, là, avant le 20 avril. Donc, c'est pas tout de suite. Mais les filles gèrent bien le doublon. Elles ont bien géré le doublon, visiblement. Visiblement, elles ont de la profondeur, effectivement. Les Espoirs, eux, se sont imposés 41-16 face à Brive à domicile et ils joueront, eux, ce week-end à Colomiers pour consolider cette 3e place de leur poule en Réchelle. Et pour clôturer cet épisode, on vous propose du coup une nouvelle rubrique, la boîte vocale des ubébistes. Présentez-vous! Qui je suis? Les gars, qui je suis?
Et du coup, pour cette nouvelle rubrique, on vous propose de prendre la parole avec des questions, des remarques, et puis on en discute rapidement avec Yann pour conclure l'épisode. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages écrits, mais vocaux, ce sera peut-être plus sympa. On profite du format aussi podcast pour vous donner la parole un peu comme une radio avec des appels d'auditeurs. Là, l'idée, c'est que si vous avez des choses à dire, des coups de gueule, des questions, on prenne certains messages et qu'on en discute. On fait un test, on verra si on continue cette expérience ou pas dans les prochains épisodes, ou si on reprend nos petites présentations, parce qu'il nous reste quand même, mine de rien, pas mal de joueurs à présenter, donc peut-être qu'on alternera. Mais en tout cas, on commence par le message de Emeric, qui nous a laissé un petit message sur la boîte vocale des UBBistes. Salut les UBBistes. Alors déjà, je voudrais vous féliciter pour votre podcast et vous dire que c'est un réel plaisir chaque semaine de vous écouter. Moi, je vous appelle ce matin, c'est pour passer un petit coup de gueule. C'est sur le traitement médiatique et notamment de la presse face à l'UBB. Alors déjà, la semaine dernière, on gagne contre Toulouse. Bon, ok, c'était avec l'équipe D, donc pas de problème sur le fait qu'on ne soit pas dithyrambique sur notre victoire. Mais les seuls articles que l'on voit passer, c'est Toulouse reste leader. Encore ça passe. Pour le grand public, le rugby, c'est Antoine Dupont. Et Antoine Dupont, c'est Toulouse. Au moins, ça donne de la visibilité à notre sport et c'est très bien. En revanche, je vois passer un autre article et qui vient pas du blog du RCT qui dit « Toulon se rapproche ». Dans ce cas, pourquoi ne pas dire « Bordeaux revient à un point de Toulouse aussi ». Et là, ce matin, je me mets devant mon café, j'ouvre mon application de sport favorite et je lis l'article sur la défaite face au Racing. Je vois Bordeaux décroche. Alors que dans le même temps, sur la même application, la victoire de Castres contre Toulon, la veille, elle est traitée par Castres résiste à Toulon. Voilà, moi je trouve que quand on parle de l'UBB, on est toujours mis dans la position où on ne répond pas aux attentes. Mais il faudrait juste rappeler un truc. On vient de passer les 2 tiers du championnat, donc pas loin, et on n'est qu'à 5 points de la première place, qui est occupée par une équipe ultra favorite dans toutes les compétitions dans lesquelles elle est engagée, que ce soit la Coupe d'Europe ou le top 14. Et surtout, on est devant toutes les autres équipes alors qu'on n'a que le 8e budget du top 14. Toulon, c'est le 4e budget. Le Stade français, c'est 15 millions de plus que nous. Et à ce que je sache, il n'y a aucun des 2 équipes qui sont devant nous. Qu'est-ce que tu as à répondre du coup, Emeric, qui en gros est un peu en colère du traitement médiatique de l'UBB, qu'on met pas forcément trop en avant dans les différents médias et qu'on a plutôt tendance pas à descendre, mais en tout cas à moins mettre en valeur que certains autres parcours. Bon, alors déjà, c'est vrai qu'on fait une saison historique. Le problème, c'est que il y a 3 mastodons, donc on est parmi 3 mastodons qui sont Stade Toulousain, qui me semblent largement au-dessus, enfin au moins bien au-dessus de nous. Et après nous, il y a une bataille avec Toulon. Donc là, c'est comme on l'avait évoqué avec Bru, c'est jamais arrivé qu'il y ait autant de points parmi les 3 premiers pour le top 2 en fait. Donc c'est une saison, on fait quand même une saison exceptionnelle. Après alors petite remarque, il faut bien distinguer les budgets de la compétitivité, parce que oui, le Stade français a plus de budget global que nous, mais faut voir en fait que c'est pas ça qui va changer significativement, enfin qui va faire un écart entre les équipes. Ce qu'il faut regarder en fait, c'est c'est surtout la masse salariale des joueurs et combien t'es par rapport au salary cap. Si t'es au taquet du salary cap, si tu dépasses même le salary cap et que t'as des crédits, ce qui est notre cas, on est vachement plus compétitif par exemple qu'une équipe du Stade français. On regarde nos salary cap, déjà au Stade français par exemple, parce qu'il a donné cet exemple, mais les joueurs tu dois quasiment les payer 20% de plus cher parce qu'ils habitent à Paris, et parfois tu surpayes des mecs qui ont 10 classes d'écart avec nos joueurs. Je prends Carbonel, il a un salaire qui est proche de Jalibert par exemple, tu vois. Bon, je pense qu'on n'est pas du même niveau. Pareil pour Tanga, tu vois. Donc il faut faire attention entre les budgets globaux et la masse salariale. Il y a quand même parfois une sacrée différence. Toulouse, c'est autre chose, parce que forcément, oui, ils ont un gros budget, et après, c'est plutôt dans leur infrastructure où ils sont en avance sur nous, et donc voilà. Après, sur les journalistes, je préfère, moi, que on parle pas trop de nous, qu'on nous laisse travailler, parce que je me souviens des années où le Super Moscato Show nous voyait écraser tout le monde, et notamment Montpellier, et on s'est fait casser la gueule. Donc je préfère qu'on avance à pas feutrer et qu'on laisse les deux grands, donc Toulouse, etc. Et nous qu'on travaille tranquillement de notre côté. On a visiblement un paquet d'avant qui est merdique. On a tout ça, mais voilà, on le laisse parler. Je pense qu'on fait une saison historique.
on va trouver des leviers. Ça permettra aussi de faire des leviers pour faire des grandes parties. Donc moi, je préfère que le traitement médiatique soit défavorable par rapport à nous, que on ait les galactiques, les machins chouettes. Donc voilà, je suis plus dans l'autre sens. Je préfère que ça me dérange pas qu'on parle moins de nous. Comme ça peut nous laisser travailler tranquille. On sait les progrès qu'on a. On n'est pas loin du très très haut niveau. Il y a quelques détails à régler et je pense que il faudra de toute façon gagner pour se faire respecter. Il y a que comme ça que tu te fais respecter. La Rochelle s'est fait respecter comme ça. Le Stade Toulousain, ça fait 80 ans qu'ils sont comme ça. Toulon a gagné dans les années 2000. Enfin 2014, 2015, etc. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gagner. Il faut pas qu'on soit l'éternel perdant. Clermont a eu ça pendant des années. Donc voilà, il faut qu'on arrive à se faire respecter, mais il faut gagner quelque chose, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que ce traitement-là, on l'aura mérité quand on aura gagné ou en tout cas eu des beaux parcours, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Après, je comprends la frustration vis-à-vis des médias. C'est vrai que moi, dès que j'entends quelqu'un dire du mal de l'UBB ou en tout cas, tu vois, genre un Richard Dourte sur le plateau de Canal ou même comme tu mentionnais le Moscato Show, des choses comme ça où en gros on te dit d'emblée que c'est Toulouse qui va gagner et puis que l'UBB est pas armé. Moi, je suis absolument pas d'accord. Mais je te rejoins là où, en fait, ça nous va aussi très bien d'être en position d'outsider et comme tu dis, d'avancer un peu masqué. Parce que, tu vois, c'est le taf que fait Hugo Mola pendant une saison, c'est d'essayer de trouver des favoris à la place de Toulouse. Sauf que, en fait, on se rend bien compte que les médias placent Toulouse bien devant. Et nous, ça nous va. Et puis, on n'a pas besoin des médias non plus pour être ultra critique envers le club et l'équipe, enfin, en tout cas des prestations de l'équipe. Quand tu regardes tous les matchs, ensuite, quand tu vas sur les réseaux sociaux, et quel que soit le réseau social, je suis allé voir même sur Facebook ou des choses comme ça, sur Twitter, en fait, quand tu as une prestation comme celle d'hier, mais même des fois quand tu gagnes, tu vois, comme contre Clermont ou même contre Toulouse, en fait, ça tire à balles réelles sur que ce soit certains joueurs, mais aussi sur comme tu mentionnais, le pack ou des choses comme ça. En fait, on s'auto-flagelle déjà. Donc, c'est vrai que moi, que ce soit les médias ou nous en tant que supporters, s'il y a des commentaires négatifs, c'est aussi le jeu. Moi, je préfère essayer d'être optimiste et croire en cette équipe, et je pense qu'elle a quand même, malgré tu vois, un peu de prestations en dents de scie sur cette deuxième partie de saison, en tout cas le début de deuxième partie de saison, je pense que ça va quand même être ultra chouette à suivre et qu'on a vraiment de belles cartes à jouer, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14, mais en tout cas, le seul conseil que je peux donner, c'est arrêter de suivre en fait les médias qui critiquent un peu injustement certaines parties de nos prestations, et de suivre Tuisova UBB sur Twitter qui lui te fait des vidéos et dithyrambiques sur Mathieu Jalibert et qui te donnera le sourire en suivant l'UBB. Ouais, autant tu vois, je trouve que collectivement moi ça me dérange pas, autant par contre c'est vrai que parfois on a eu quand même ces derniers mois et ces dernières années des joueurs plus ciblés que d'autres. Donc ça je suis un peu plus, ça me dérange un peu plus. Voilà, parce que je trouve ça injuste. Après qui disent que Toulouse est au-dessus, qu'il y a un écart. En fait, c'est ça, c'est la tournure de phrase qui fait que on voit des années-lumière du Stade Toulousain. Bon. Après, on verra sur le terrain. Il faut qu'on arrive de toute façon à se payer un jour, et il faut qu'on gagne, parce que sinon ça changera pas ça. Et même pour les joueurs individuellement, tu vois, la charnière, tant qu'elle aura pas un titre, même si ça changera rien factuellement à leur talent, tant qu'ils auront pas un titre ensemble en club, on les méprisera un peu toujours, quoi. Ouais, complètement d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, Émeric, pour ton message. N'hésitez pas, si vous avez des petites voice notes à nous envoyer. Évidemment, peut-être pas pendant 5-10 minutes, parce que sinon vous allez faire le podcast à notre place. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir des sujets auxquels on ne pense pas forcément. Mais c'est vrai que le traitement médiatique de l'UBB, ça peut être intéressant à débattre. On a essayé de le faire rapidement. Mais voilà, c'était pour conclure cet épisode numéro 25. Dites-nous aussi si ça vous plaît, ce petit format pour finir l'épisode. Ça peut être intéressant, ou si vous préférez la présentation, ou si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas, on prend toutes les remarques et critiques, mais on avait envie d'essayer cette petite boîte vocale.
Yannou, merci beaucoup encore une fois. Bon, prochaine fois, en tout cas dimanche, si on perd de 20 points à la mi-temps, n'hésite pas à éteindre la télé. Oui, ça marche. Non, j'espère pas que vous le Ulster, putain. Ouais, non, ça la fout très mal. Merci à tous et passez une très bonne semaine. Et puis on se retrouve dimanche pour le match. Ciao tout le monde, ciao ciao.